Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre premier épisode de la série Virage. On est extrêmement heureux de vous avoir avec nous ce matin pour cette téléconférence. Virage, c'est une série qu'on espère qui nous permettra vraiment de réimaginer le Nouveau-Brunswick dans un contexte post-pandémie. Donc, on a pour vous 8 épisodes avec des sujets chauds puis des invités des plus pertinents. On commence ce matin avec la situation fiscale de notre province. On sait que beaucoup de gens sont préoccupés par cet enjeu en ce moment. Donc, je me présente, je m'appelle François Poirier. Je suis étudiant en marketing à l'Université de Moncton, puis je suis passionné de politique puis du monde des affaires. Donc, c'est moi qui vais être le modérateur pour la série Virage du côté francophone. Je vous rappelle que Virage, c'est des conférences qui sont enregistrées puis qui seront disponibles pour le révisionnement sur notre site web viragenb.ca. Donc, suite à la conférence, on se dirige directement en studio avec Kodiak FM, puis en collaboration avec l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick pour l'enregistrement du podcast Virage, reprise et réimagination au Nouveau-Brunswick. Dans le podcast, on va vraiment plus creuser dans les détails de ce qui aura été mentionné pendant la conférence. Donc, ça vaut la peine. Vous pourrez trouver les podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, puis tous les liens seront disponibles sur le site web viragenb.ca. Donc, avant d'aller plus loin, on aimerait vraiment reconnaître les partenaires qui sont derrière cette initiative. Il y a le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, le Canadian Manufacturers and Exporters, Tech Impact, le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, la Chambre des commerces de Moncton, Fredericton et Saint-Jean, le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, la Chambre des commerces de l'Atlantique, the Pond Despande Center at the University of New Brunswick, puis nos partenaires du gouvernement du Nouveau-Brunswick, puis de l'APK. Encore une fois, pour la liste des partenaires engagés dans le projet, on vous invite à visiter notre site web viragenb.ca. Donc, avec la série Virage, on essaie non seulement de s'orienter vers le changement, mais on essaie aussi de comprendre les actions du passé qui nous ont amenés à où on en est aujourd'hui. Donc, pour structurer les conférences, le comité a voulu se baser sur les 4 nobles vérités. La première et la deuxième, c'est surtout ce qui va être abordé dans le temps des présentations des panélistes, qui est soit essayer de déterminer c'est quoi les problèmes ou les difficultés qui nous tirent vers l'arrière. C'est quoi la douleur du Nouveau-Brunswick. La deuxième, c'est qu'est-ce qui cause ces problèmes. Au niveau provincial, qu'est-ce qui nous a amenés à ces problèmes. Finalement, la troisième et la quatrième, c'est ce qui sera un petit peu plus adressé dans la partie interactive avec vous, le public, par l'entremise des questions. Donc, on va chercher à savoir qu'est-ce qui résout ces problèmes. Qu'est-ce qui est les actions qu'on peut prendre pour éviter de tomber dans les mêmes pièges. Finalement, comment on assure des actions puis de l'engagement. Qu'est-ce que le futur pourrait ressembler au Nouveau-Brunswick? Donc, finalement, avant d'introduire nos conférenciers, on doit préciser quelques petites directives pour faire certain qu'on a une expérience productive pour tout le monde. Premièrement, on veut votre engagement. On a un beau public aujourd'hui, puis on vous encourage de participer. Dans le bas de votre écran sur Zoom, vous allez voir, vous avez une petite fonction Q&A. C'est là où vous allez être capable de poser des questions. On fera notre possible pour que tous nos conférenciers aujourd'hui puissent répondre en temps réel. Mais si jamais vos questions ne sont pas répondues pendant la conférence, on va être capable de les reprendre pendant le podcast pour justement aller plus creux dans les détails. Encore une fois, on travaille avec de la technologie. Ça se pourrait toujours qu'il y ait des petits problèmes techniques, mais on a une merveilleuse équipe derrière nous. Ça fait que si jamais il y a quoi que ce soit, restez avec nous puis on va réparer ça dans les plus brefs délais. Donc, avec tout ça, ça me fait plaisir de vous présenter nos panélistes. Premier, Richard Saillant, c'est un économiste et consultant en politique publique établi à Moncton. Richard est un ancien cadre du secteur public avec 20 années d'expérience dans les secteurs gouvernemental et académiques. Il a rédigé ou édité 4 livres, y compris Au bord du gouffre, Agir maintenant pour éviter la faillite du Nouveau-Brunswick et 2 pays, le Canada à l'ère de grands déséquilibres démographiques. Donc, bienvenue Richard. Merci François. Donc, Richard, l'écran est à vous. Je pense que ce qu'on peut comprendre, vous avez une présentation pour nous autres. Très bien. D'abord, merci à tout le monde d'être là ce matin. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'environ 15 à 17 minutes. C'est une présentation qui, j'espère, pourra faire un peu de mise en scène pour l'ensemble des discussions qu'on va avoir dans le cadre de cette nouvelle série. Le but de la présentation, encore une fois, est de toucher à certains des différents enjeux
toucher dans le cadre de la série, mais d'une façon très sommaire, puis c'est juste pour commencer une discussion, si vous voulez. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec ma première diapositive, qui est simplement un peu, voir si tout fonctionne. Je vais voir si je suis capable de changer. Bon, voilà. Je pense que si vous voyez l'écran, tout va bien. Essentiellement, commencer avec 2 diapositives simplement pour rappeler un peu la situation fiscale présente du Nouveau-Brunswick. Commence avec un constat que certains contesteront, mais mon constat, c'est que le Nouveau-Brunswick a peu de marge sur sa carte de crédit pour défrayer la note des soins de service et autres services. Donc, on commence à avoir un peu une situation financière où le fardeau fiscal est relativement lourd et puis il va falloir, dans les années à venir, davantage utiliser les moyens du bord, les ressources en place et non pas l'emprunt pour financer les dépenses publiques. Donc, on voit un des indicateurs qu'on utilise souvent, c'est la dette nette en pourcentage du PIB, donc la taille de la dette en pourcentage de l'économie. On voit que c'est autour de 40 au Nouveau-Brunswick, alors qu'avant la Grande Récession, c'était autour de 25 de façon intéressante, à l'époque, juste avant la Grande Récession, le Nouveau-Brunswick était considéré comme un des très bons gestionnaires des finances publiques parmi les provinces des Maritimes. C'est celle qui affichait les meilleurs indicateurs. Alors que si on regarde une dizaine d'années plus tard sur le graphique de droite, on voit que le Nouveau-Brunswick, maintenant, sa dette PIB est plus élevée que la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard. Et puis, si on veut comparer des pommes avec des pommes, c'est pas parfait comme comparaison, mais il faut tenir compte de l'ensemble des dettes qui sont endossées par les contribuables néo-brunswickois. Et puis, la Nouvelle-Écosse et l'île du Prince-Édouard n'ont pas de société comme Énergie NB, alors que le Nouveau-Brunswick en a une. Donc, la dette du Nouveau-Brunswick inclut bien sûr sa dette nette, mais aussi, si on veut, les engagements qu'on a à l'endroit des sociétés dont on est actionnaire. Donc, le passif à long terme d'Énergie Nouveau-Brunswick et aussi les dépenses, l'engagement qu'on a pris pour remettre à neuf Mactaquac. Si on inclut l'ensemble de ces engagements financiers-là, on tourne autour d'un rapport dette PIB d'autour de 60 Donc, ça nous donne une indication là, que par rapport à la Nouvelle-Écosse et à l'île du Prince-Édouard, du moins, notre endettement est plus important. On pourra en discuter ça plus longuement si vous voulez dans le cadre des échanges plus tard. L'autre chose, c'est simplement rappeler un peu comment les choses ont progressé au niveau des dépenses. Si on compare les dépenses il y a 20 ans aux dépenses d'aujourd'hui, on voit qu'en termes ajustés pour l'inflation, les dépenses ont augmenté d'environ 40 Donc, le Nouveau-Brunswick n'est pas une province plus populeuse qu'elle ne l'était, ou du moins pas beaucoup plus populeuse qu'elle ne l'était il y a 20 ans, mais les dépenses en termes réels ont augmenté d'environ 40 donc la part est plus grosse. Il y a eu une augmentation plus importante dans le secteur de la santé, ce qui est comprenable. Au total, dans le secteur de la santé, on dépense environ 2 tiers de plus qu'on dépensait il y a 20 ans. La part occupée par la santé dans les dépenses totales est d'environ 35 maintenant, dépendamment de comment on mesure le secteur de la santé. Secteur d'éducation, sa part est restée sensiblement la même, mais encore une fois, il faut se rappeler que les dépenses sont 40 plus élevées. Autre secteur, il y a eu croissance tant en absolu qu'en termes relatifs. En fait, le seul endroit où on dépense moins proportionnellement parlant qu'auparavant, c'est dans le service de la dette, 2 fois moins proportionnellement parlant. Puis ça, c'est parce que les taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles qu'ils l'étaient il y a 20 ans. Donc, pour ce qui est de l'avenir financier du Nouveau-Brunswick, je vais identifier 3 grands facteurs qui vont façonner notre avenir financier, notre trajectoire financière, de même que notre qualité de vie. Le premier facteur, ça va être les dépenses de soins de santé, ce qui comprend également les soins aux aînés. Le deuxième facteur va être la croissance économique, particulièrement la productivité et l'immigration, deux composantes centrales. Et enfin, le troisième facteur qu'il faut parler, parfois qu'on ignore, c'est les transferts fédéraux. Donc, les soins de santé. J'aimerais commencer avec un constat de base au niveau de soins de santé, qui est une chose qu'on ne discute pas souvent, mais c'est que lorsque ça vient le temps de parler de soins de santé, on ne contrôle pas entièrement nos destinées en matière de dépenses. Ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. Si vous regardez à gauche, vous voyez les dépenses réelles de santé par habitant. Il y a plusieurs constats à faire par rapport à cette graphique-là, mais le premier, c'est que le Nouveau-Brunswick suit historiquement la moyenne nationale.
Et il y a une raison bien simple pour ça. C'est parce qu'au Canada, on n'a pas un système de santé, on en a 13, 10 provinces et 3 territoires. Et puis, clairement, si on est en concurrence avec d'autres secteurs, avec d'autres régions, d'autres provinces, c'est clair que pour continuer d'offrir des services de qualité, il y a une tendance à ce qu'on doive suivre, c'est-à-dire qu'on doive dépenser ou avoir les mêmes tendances au niveau de la rémunération. La coïncidence n'est pas parfaite, mais vous voyez quand même là qu'il y a une tendance à ce que le Nouveau-Brunswick suive les autres provinces. C'est normal, il y a d'autres facteurs qui sont en jeu, mais c'est normal. Par contre, si vous regardez depuis 2009-2010, ce qu'on voit, c'est que le Nouveau-Brunswick dépense moins en termes réels par habitant que le reste du pays en moyenne. Et puis ça, en fait, ce que vous voyez là, c'est sous-estimé parce que le Nouveau-Brunswick a vieilli plus vite. Ce qui veut dire, c'est que si une province vieillit plus vite, il y a plus de demandes pour les soins de santé. Donc, si on ajustait pour le vieillissement, on verrait que le Nouveau-Brunswick dépense encore moins que le reste du pays. Il y a des conséquences à ça. Et l'une d'entre elles, ce qu'on voit à droite, par exemple, c'est les délais d'attente, c'est la détérioration des qualités des services, si vous voulez, le rationnement. Donc, si vous voyez les arthroplasties de la hanche et du genou, donc le remplacement de la hanche et du genou, le temps d'attente moyen au Nouveau-Brunswick a augmenté d'environ 100 jours, alors qu'au Canada, il a augmenté d'environ 20, un peu plus que 20 jours. Donc, le temps d'attente moyen a augmenté 5 fois plus vite au Nouveau-Brunswick qu'au Canada. Ce n'est qu'un exemple, mais ça nous indique clairement lorsqu'on réduit un peu nos dépenses alors que notre population vieillit, il y a des conséquences. Encore une fois, ce n'est qu'un indicateur. L'autre chose, par contre, c'est qu'en ce qui a trait aux dépenses induites par le vieillissement, pour l'instant, on a seulement vu la pointe de l'iceberg. Si vous regardez à gauche, vous voyez que les dépenses associées à l'âge varient énormément. Hein, bien sûr, à la grossesse, il y a un certain coût pour la grossesse, donc l'âge 1 est assez élevé. Mais après ça, on a une progression plutôt linéaire. Puis à partir de, je dirais, 65, 69, ça commence à être une progression exponentielle. Puis lorsqu'on voit 85, 90, là, on dépense beaucoup par habitant. Avant pour vous expliquer pourquoi, une des raisons principales, c'est qu'à ces âges-là, ce sont des cohortes d'âge à mortalité élevée et la fin de vie, les dépenses de fin de vie sont très élevées. Puis c'est un enjeu sur l'ensemble du Canada. Donc, les baby boomers au Canada le plus jeune a présentement 55 ans et la plus vieille a présentement 74 ans. Donc, quand vous regardez le graphique de gauche, vous voyez qu'on n'est pas encore dans les pointes là où les dépenses par habitant sont élevées. Si vous regardez maintenant le graphique de droite, ce que vous voyez, c'est que les gens âgés de 75 à 74 ans, dans les 20 prochaines années, ça ne va pas vraiment augmenter. Pourquoi? Parce que les baby boomers sont déjà là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le baby boomer le plus âgé n'a que 74 ans. Donc, pour les 75 ans et plus, ça va augmenter rapidement dans les années à venir. Présentement, il y a environ 65 000 personnes au Nouveau-Brunswick qui ont 75 ans et plus, mais dans 20 ans, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait environ 145 000, sinon davantage. Donc, les dépenses de santé induites par le vieillissement, ça ne fait que commencer au Nouveau-Brunswick. Deuxième pilier important ou enjeu dont on doit discuter, bien sûr, c'est la croissance économique. À cet égard-là, bien sûr, la croissance économique, c'est la source principale de nos recettes provinciales, en absence de hausse d'impôts, bien sûr. Donc, essentiellement, au cours de la dernière décennie, les deux moteurs de la croissance économique au Nouveau-Brunswick sont essentiellement demeurés au point mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, il y a deux façons de faire croître l'économie, de manière très simple. La première, c'est qu'on a davantage de travailleurs, travailleuses. Le deuxième, c'est que la valeur de ce que produit un travailleur ou une travailleuse dans une heure, donc dans un certain temps donné, augmente. Ça, c'est la productivité. À gauche, vous voyez la population active au Nouveau-Brunswick. Ça, c'est le nombre de travailleurs. Depuis environ 2008, elle est en léger déclin avec, dans les dernières années, une très légère augmentation. Alors qu'au Canada, la population active a continué de croître assez rapidement. Plus faible que par les années passées, mais un peu plus rapidement. L'autre moteur dont on parle moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la productivité du travail. Si vous regardez le Canada et le Nouveau-Brunswick, le graphique en bleu, entre 1998 et 2008, la productivité du travail au Nouveau-Brunswick, en fait, dans le secteur des entreprises, donc le secteur privé, a augmenté plus rapidement qu'au Canada, légèrement plus rapidement. Mais depuis 2008, ce qu'on voit, c'est une perte rapide de la productivité du travail. Puis la productivité du travail au Nouveau-Brunswick est maintenant à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers de ce qu'elle était auparavant.
Donc, les deux moteurs de la croissance sont un peu en panne là, depuis une dizaine d'années. Pas seulement que les moteurs sont en panne, mais ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui s'est produit, c'est que dans le secteur des entreprises, donc le secteur privé, on a perdu des emplois, alors que dans le secteur public, on a continué d'augmenter. Ce n'est pas une critique du secteur public, c'est simplement un constat que dans le secteur privé, il y a eu une détérioration des conditions au niveau du marché du travail, on a perdu des emplois. Si vous regardez à gauche, c'est la croissance économique. Ça, c'est la valeur de l'output dans le secteur privé. Au Canada, ça a baissé un peu au cours des dernières années, des dernières décennies, mais beaucoup moins qu'au Nouveau-Brunswick, où essentiellement le secteur privé est resté au point mort. À droite, vous voyez les emplois dans le secteur privé. Donc, la colonne de gauche, c'est le secteur privé. Vous voyez la ligne bleue, c'est le secteur privé. Depuis 2007, il y a une perte d'environ 20 000 emplois dans le secteur privé. Alors que dans le secteur public, si vous regardez depuis, disons, 2009, 2010 ou même depuis 2011, vous voyez qu'il y a environ une quinzaine de mille emplois qui ont été créés dans le secteur public. C'est associé, bien sûr, à plein de facteurs, mais principalement le vieillissement, donc dans le secteur de la santé et le soin aux personnes âgées. Il y a des bonnes nouvelles. C'est au cours des dernières années, on a vu une situation au niveau du marché du travail qui s'était stabilisée. Principalement, ce qu'on voyait, c'est qu'avec le resserrement du marché du travail, avec le chômage qui n'était plus le problème principal, mais le problème principal était maintenant de trouver des employés pour les postes qui étaient libérés par les baby boomers, on a vu beaucoup de migration au Nouveau-Brunswick. Donc, on va en parler dans quelques secondes, mais si vous regardez le graphique de gauche, vous voyez que la population des 15 à 64 ans, donc les gens qui sont plus susceptibles d'être sur le marché du travail, si vous voulez, s'est stabilisée au cours des dernières années. Donc, ça, c'est la courbe bleue. Et avec le resserrement du marché du travail et l'économie nord-américaine qui battait son plein, on avait même réussi à faire croître la population active un petit peu. Il y avait eu des taux d'activité qui avaient augmenté. Donc, comme je le disais, avec le renversement du marché du travail où la main-d'œuvre se faisait rare, ce qu'on voit, c'est que pour une fois, alors que par le passé, ce n'était pas le cas, la migration fait maintenant une contribution positive importante à l'économie du Nouveau-Brunswick. Si vous regardez en 2014-2015, ce que vous voyez en gris, là, ça, c'est le solde de la migration interprovinciale. C'est les gens qu'on perdait aux autres provinces par rapport à ceux qui venaient au Nouveau-Brunswick, puis les gens qu'on perdait aux autres provinces. On avait une perte nette d'environ 3 000 personnes qui, sans doute, allaient travailler peut-être dans le secteur pétrolier en Alberta, Saskatchewan, etc. On n'avait pas énormément de résidents non permanents, de croissance du nombre de travailleurs étrangers temporaires ou d'étudiants internationaux. Et le solde de l'immigration était positif, mais pas suffisant pour compenser pour la perte des gens qu'on avait aux autres provinces. Si vous avancez maintenant en 2018-2019, on a une contribution de tous les secteurs. Le Nouveau-Brunswick ne perd plus de gens aux autres provinces. En fait, sur une base nette, on a un solde migratoire interprovincial positif, en bonne partie formé par ailleurs de retraités, des gens qui viennent prendre leur retraite au Nouveau-Brunswick et payer des impôts au Nouveau-Brunswick. Aussi, on a une augmentation de notre nombre de travailleurs étrangers temporaires. Ça, c'est le bleu plus foncé. Un peu des étudiants internationaux, mais je pense que c'est surtout les travailleurs étrangers temporaires. Et bien sûr, l'immigration qui fait une contribution plus forte qu'auparavant. Donc, la migration a contribué à augmenter la population de Nouveau-Brunswick d'environ 7 000, je pense que c'est 7 200 personnes l'an dernier, alors qu'auparavant, ça contribuait à diminuer la population de la province. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles, mais ça a sans doute été un peu, le momentum a été sans doute un peu été brisé par la COVID-19. Donc, la question, c'est pour combien de temps et qu'est-ce qu'on peut faire pour se remettre sur les rails le plus vite possible. Je vais passer rapidement aux transferts fédéraux. J'insiste pour parler des transferts fédéraux parce que ça, c'est notre partenaire silencieux. Sans les transferts fédéraux, le Nouveau-Brunswick ne pourrait pas offrir une qualité de vie qui attirerait les gens ici dans la province. On ne pourrait pas avoir une qualité de vie qui est comparable à celle qu'on retrouve dans d'autres provinces du Canada. Donc, c'est important d'en parler, même si ça peut paraître un peu abstrait. Plusieurs choses par rapport aux transferts fédéraux, c'est qu'ils ont cru très rapidement dans les années 2000, mais au cours de la dernière décennie, ça n'a pas été le cas. Il y a eu une certaine stagnation au niveau des transferts fédéraux. Il y a plusieurs raisons à ça qu'on pourrait explorer plus tard. Mais comme les transferts fédéraux ont baissé puis on n'a pas ajusté nos dépenses aussi rapidement, moi, je crois que ça peut ajouter, selon nos estimés, environ 4 milliards à notre dette au Nouveau-Brunswick. Mais si vous regardez à gauche, vous pouvez le voir, les transferts fédéraux en rouge, si vous regardez 2009 versus 2018-2019, ils n'ont pas augmenté en termes réels.
Alors que les revenus autonomes, ce qui est les revenus de la province, eux ont augmenté pour compenser. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté les impôts sur le revenu, je pense, en 2013. On a augmenté la TVH en 2016. Donc, la croissance que vous voyez là, ce n'est pas parce que l'économie était beaucoup plus forte. C'est principalement parce qu'on a augmenté les impôts. On ne peut pas faire ça indéfiniment, surtout si les autres provinces n'emboîtent pas le pas. Mais si vous regardez à droite, vous voyez les conséquences de ce désengagement-là, si vous voulez, du gouvernement fédéral. Les transferts fédéraux en pourcentage des revenus totaux sont passés de 41 en 2009-2010 à 35 en 2018-2019, alors qu'au cours de la décennie précédente, c'était l'inverse qui se produisait. L'engagement fédéral augmentait plus rapidement que les revenus autonomes. Un point essentiel à propos des transferts fédéraux, c'est qu'au cours des dernières années, on a vu une augmentation très importante de la péréquation. Puis ça, c'est un peu un renversement de la fortune, c'est que la péréquation, comme vous le savez, c'est des sommes qui sont consacrées aux provinces les plus pauvres pour leur permettre d'avoir des revenus qui sont un peu comparables à la moyenne canadienne. Au cours des années antérieures, on a vu une réduction importante de la péréquation parce que l'Ontario s'était jointe à nous et puis le gouvernement fédéral avait limité les paiements de péréquation qui faisait à un moment donné, l'Ontario recevait presque un cinquième des paiements de péréquation. Avec le retrait graduel de l'Ontario de la péréquation, ça a libéré de l'espace pour le Nouveau-Brunswick. Donc, au cours de l'année dernière, dans les dernières années, là, il y a 2 ans, ça a augmenté de 6 l'année dernière, 8 puis cette année, on est presque à 10 Donc, on a eu une augmentation phénoménale de la péréquation, mais il ne faut pas s'y attendre dans les années à venir. Il faut s'attendre à une croissance plus réaliste. Donc, il va falloir trouver une manière de s'ajuster à ça, là. Puis, l'autre chose qui s'est produite dans la dernière décennie, c'est que les autres transferts, le transfert canadien pour la santé, TCS, le transfert canadien pour les programmes sociaux qui financent nominalement l'éducation et l'assistance sociale, eux ont été mis sur une base par habitant. Avant 2014-2015, par exemple, le transfert canadien pour la santé tenait compte du fait que certaines provinces étaient plus pauvres que d'autres. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce que ça veut dire, ça, c'est que les provinces les plus pauvres, les plus âgées, reçoivent des paiements qui croissent moins rapidement que les provinces jeunes et plus riches et jeunes, qui, elles, sont en meilleure santé. Donc, les provinces qui sont en moins bonne santé, santé en termes de santé physique, la population est en moins bonne santé, reçoivent un financement qui croît moins rapidement que là où les provinces sont en meilleure santé. Dernière chose qu'il faut noter avant d'aller à la conclusion, c'est que pour faire face à la crise de la COVID, Ottawa pourrait contracter jusqu'à 300 à 400 milliards de dettes. Ça pourrait se traduire par une flexibilité moindre pour transférer plus de fonds aux provinces. Il y a certains, par exemple le premier ministre, qui craignent une réduction des paiements de transfert. Moi, je ne suis pas là. Je ne pense pas que le gouvernement fédéral va réduire ses paiements de transfert. Mais ce que je crois, c'est qu'il va y avoir une flexibilité moindre dans les années à venir. Et puis, qu'en conséquence, ça pourrait peut-être être plus difficile pour une région comme le Nouveau-Brunswick de demander davantage pour nous aider à faire face au vieillissement de la population. Ce qui ne devrait pas, bien sûr, nous empêcher de demander davantage parce que notre réalité démographique est différente. Alors, pour relever le défi, je vais essayer de vous donner une idée du défi en matière de dépenses, puis après ça, vous lancez un peu la balle avec des questions de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation. Donc, dans les années à venir, là, si vous regardez le vieillissement de la population et les autres pressions pour les dépenses de santé, ça pourrait ajouter environ 2 milliards aux dépenses publiques annuellement d'ici 2030, une croissance d'environ 50 Le vieillissement à lui seul pourrait ajouter environ 750 millions de dollars aux dépenses annuelles de santé. Par contre, le vieillissement à lui seul n'est pas la seule source, historiquement, du moins, d'augmentation des dépenses. Si on présumait que les dépenses augmenteraient à un rythme historique, là, donc 98 à 2016, qui est composé de 2 époques, une où les dépenses augmentaient rapidement, une où les dépenses n'augmentaient pas rapidement, on pourrait parler de dépenses supplémentaires de 2 milliards de dollars d'ici 2030. Une des raisons pour lesquelles les dépenses pourraient augmenter les années à venir, c'est que le marché du travail est très serré pour les professionnels de soins de santé, du moins les infirmiers, infirmières, aussi pour les soins aux aînés. Donc, ça pourrait exercer des pressions fortes sur les salaires à travers le Canada, puis le Nouveau-Brunswick n'aurait peut-être pas le choix d'emboîter le pas. Ceci dit, ce n'est pas le destin. Il y a peut-être des possibilités de faire mieux, mais les pressions sur les dépenses publiques vont être très fortes. Donc, j'aimerais peut-être vous lancer 3 défis ou opportunités, donc sous forme de questions. Comment est-ce qu'on peut aplatir la courbe des dépenses de santé et des autres dépenses grâce à la technologie, l'innovation, la collaboration?
Compte tenu des perspectives incertaines concernant les impôts et les transferts fédéraux, comment le Nouveau-Brunswick peut-il relancer le secteur privé et ainsi augmenter les revenus? Et enfin, une dernière question, ce serait que pouvons-nous faire pour retourner au plein emploi dès que possible et renouer avec une immigration croissante? Donc, sur ce, je vais vous laisser la parole, François. C'était une façon, j'espère, utile de faire la mise en scène pour la discussion. Ben, certainement. Merci beaucoup, Richard, pour la présentation. Je pense que ça fait certainement réfléchir. Puis je pense on a des bonnes questions qui vont suivre par rapport à ça. Justement, je vous rappelle à ceux qui nous écoutent ce matin, vous pouvez encore poser vos questions dans la petite fonction Q&A dans le bas de votre écran à la droite. Posez-nous vos questions, puis on va revenir avec M. Saillant pour les répondre sous peu. Donc aujourd'hui, notre première invitée, originaire de la région d'Edmundston, Lise Ouellette est conseillère municipale à Edmundston depuis 2016. Puis elle a, pendant sa carrière professionnelle, travaillé au développement économique et communautaire à plusieurs titres, dont la direction du campus d'Edmundston du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, la direction générale de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick de 2004 à 2011, la mise sur pied de l'Institut de recherche sur les zones côtières à Shippagan et la Société du jardin botanique du Nouveau-Brunswick. Puis elle s'est également impliquée activement dans différents projets communautaires et mouvements sociaux. Donc, Mme Ouellette, bienvenue à Virage NB. Merci, François. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit peu votre point de vue concernant, premièrement, la présentation qu'on vient juste d'avoir de M. Saillant, puis un petit peu vos points de vue concernant la situation fiscale de notre province? En fait, le portrait que Richard nous a tracé, c'est absolument essentiel qu'on l'ait en tête. On ne peut pas en faire abstraction. Il peut paraître sombre, il y a des défis importants, mais moi, je le vois comme une occasion de créativité, de solidarité. Donc, moi, je pense que c'est une période intéressante qu'on vit. Pas la COVID, bien sûr, mais le post-COVID, les occasions de repositionner notre développement, à la fois régional et provincial, je pense que c'est une occasion unique. On a eu chance égale en 1960, donc une décennie de changements très significatifs. La décennie 2020, à mon avis, c'est une décennie aussi importante et aussi intéressante, avec des défis aussi importants qu'à l'époque aussi. Donc, c'est la décennie de la reconstruction ou de la transformation du Nouveau-Brunswick. Donc, pour moi, c'est très positif. Maintenant, quand on pense fiscalité, on pense évidemment gouvernement et on doit se poser la question, qu'est-ce que le rôle des gouvernements et des trois paliers de gouvernement dans cette phase de reconstruction-là? On a vu le gouvernement fédéral, mais aussi beaucoup d'autres gouvernements en Europe, même aux États-Unis, jouer un rôle interventionniste important pour gérer l'effet, si on veut, de la COVID et aussi la reprise. C'est évident qu'ils vont jouer un rôle significatif à ce niveau-là, reconnaissant aussi, comme Richard le disait, que par la suite, il y a une limite quand même à ces investissements-là. Donc, les trois paliers de gouvernement ont un rôle à court terme, je pense, assez important d'intervention, de prendre des risques accrus. Je vais parler des municipalités. Ça veut probablement dire que les municipalités doivent accepter d'accroître leur taux d'endettement à court terme pour être des partenaires dans cette reconstruction-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se discute justement autour de la table d'un conseil municipal comme celui d'Edmundston. Est-ce qu'on met tous nos efforts à boucler notre budget à nous, comme municipalité, ou est-ce qu'on accepte d'être un partenaire et on ne veut pas reporter des investissements à 2021, 2022, 2023 quand ils sont requis? Donc, et en faisant ces investissements-là, en partenariat avec les deux autres paliers de gouvernement, on contribue aussi à l'économie régionale et provinciale. La décision finale n'est pas prise, mais je soupçonne qu'elle va aller dans cette direction-là. Donc, la fiscalité dans tout ça, dans cet exercice de reconstruction, transformation, ce n'est pas le seul outil. Ce n'est peut-être même pas l'outil le plus important. À une exception, je pense, la fiscalité foncière, c'est-à-dire l'impôt sur les propriétés, la taxation foncière. Au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de chaos, d'incohérences,
dans la fiscalité foncière et je pense qu'on a non seulement une occasion, mais une responsabilité de revoir de fond en comble la fiscalité pour cette transformation de la province. Évidemment, la fiscalité foncière est étroitement liée à la gouvernance locale. Je suis d'accord avec Jean-Guy Finn en particulier lorsqu'il dit qu'on ne peut pas faire une réforme de la fiscalité foncière sans s'attaquer d'abord à la gouvernance locale. Il y a un chaos évidemment énorme qu'on connaît tous. Évidemment, 35% de la population sur 85% du territoire n'a pas de gouvernement local, donc est non incorporé, mais tout aussi important, le nombre très, très élevé de petites entités, de petites municipalités qui travaillent très fort. Ce n'est pas un jugement, mais il faut reconnaître qu'elles ne sont pas viables à moins d'une intervention importante du gouvernement provincial et aussi de l'accès, dans certains cas, aux services gratuits dans les plus grandes municipalités voisines. Donc, cette problématique de la gouvernance locale-là, il faut s'y attaquer avant la réforme de la fiscalité. Et par contre, on peut utiliser dans un premier temps ou une première étape de la réforme de la fiscalité pour provoquer des changements très significatifs au niveau de la gouvernance locale et c'est ma proposition. Donc, je vais proposer un outil fiscal. La première phase, si on veut, d'une réforme de la fiscalité foncière pour provoquer le changement de gouvernance locale et il y a des incidences régionales aussi qui va nous mener par la suite à la deuxième phase d'une réforme fiscale beaucoup plus en profondeur. Donc, dans un premier temps, moi, je propose que le gouvernement provincial instaure une taxe pour l'administration des territoires non incorporés. Un taux efficient d'administration dans à peu près n'importe quelle organisation, quand on ne dépasse pas 15%, très, très efficient, on parle de 10%, disons 10-15% entre les deux. Moi, je pense que le gouvernement provincial, tout de suite, l'administration des territoires non incorporés, c'est à peu près gratuit. Les gens ne payent, je pense que c'est 1 cent ou 1 cent et quelques. Donc, on peut dire gratuit. Si on avait un taux de taxation pour l'administration de 10 à 15 cents du $100 d'évaluation, vous venez de créer un incitatif puissant à la prise en charge des territoires non incorporés. Mais s'il y a des communautés qui veulent toujours se faire administrer par Fredericton, ça coûte 10 à 15 cents du $100 d'évaluation. Laissons-leur le choix, on évitera des révoltes, c'est très sensible politiquement. Donc, je pense qu'il faut faire cette étape-là. À mon avis, on peut donner un échéancier de 2 ans et après 2 ans, le 15% s'applique. Donc, ce serait une étape, je pense, très, très importante. Il faut aussi éliminer d'autres barrières au regroupement des municipalités. Par exemple, si vous êtes une petite municipalité de moins de 5 000 habitants, dans les programmes d'infrastructure, vous contribuez, on vous demande de contribuer à partir de 7% du coût de l'investissement. Si vous êtes une municipalité de plus de 5 000 habitants, on parle à partir de 17%. Donc, il faut éliminer ces barrières-là au regroupement. Ce n'est pas logique d'avoir ce genre de mesures-là. Les routes, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de barrières au regroupement des municipalités. Il faut les enlever et créer plutôt, par des mesures fiscales ou financières, des incitatifs au regroupement des municipalités. C'est fondamental. Et à moyen terme, c'est-à-dire après cette période de 2 ans-là, ou la 3e année, peu importe l'année exacte, là, mener une réforme majeure de la fiscalité foncière au Nouveau-Brunswick qui viendrait renforcer la capacité des municipalités à investir, notamment au niveau de la gestion des actifs. C'est un problème tout de suite. Les revenus sont totalement imprévisibles, donc on ne peut pas planifier la gestion des actifs et il y a des coûts énormes d'associés à ça. Donc ça, c'est un élément majeur. Le rapport entre le gouvernement provincial et les gouvernements locaux va changer, va devoir changer. Chance égale, important. Chance égale, c'est fragile, c'est extrêmement fragile et il y a
plusieurs décisions administratives qui ont été prises au cours des dernières années qui ne respectent pas très bien chance égale. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais je pense qu'il faut reconnaître que le poids démographique des régions qui ont à bénéficier de chance égale est de plus en plus faible aujourd'hui. Moi, j'entrevois vraiment des enjeux extrêmement importants, des défis très, très importants. Ce ne sera pas facile à vendre. Élément très positif, le gouvernement provincial a reculé sur la réduction des impôts fonciers pour les résidences secondaires, pour les propriétés commerciales et industrielles et résidentielles locatives. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ces réductions-là, en termes de développement, en termes de transformation de la province, ne s'inscrivaient pas dans la bonne direction, à mon avis. Ce n'est pas en réduisant le taux de taxe sur les résidences secondaires qu'on va encourager le développement de la province. Ce n'est pas non plus, au niveau commercial et industriel, ce n'est pas un facteur significatif au niveau des entreprises. La question des résidences locatives, on pourra en discuter, mais je ne crois pas que ça va répondre, ça va aider à répondre aux besoins de logement qu'on a présentement au Nouveau-Brunswick et dans nos régions. Donc, moi, je suis optimiste. C'est une période décisive. Cette période de reconstruction, transformation-là, elle est décisive, elle est intéressante. On ne doit pas la rater. Moi, je suis contente et je vous remercie pour l'exercice de réflexion donc, que les organisateurs font et je pense qu'il faut embarquer. Merci beaucoup, Lise. On revient justement avec vous dans quelques instants. On a plusieurs questions qui rentrent, c'est le fun. Donc, je vous rappelle encore une fois qu'on a la fonction Q&A. Vous pouvez nous envoyer les questions. On va finir avec André Leclerc, professeur émérite d'économie de l'Université de Moncton et consultant. André Leclerc a été professeur d'économie au campus d'Edmundston de l'Université de Moncton de 1980 à 2016. Titulaire de la chaire des caisses populaires acadiennes en gestion des coopératives de 2005 à 2015. Puis il est chercheur associé au groupe de recherche en gestion des coopératives de la faculté d'administration de l'Université de Moncton. Il est membre de plusieurs conseils d'administration, de coopératives puis d'organismes communautaires. Monsieur Leclerc, bienvenue. Merci François, bienvenue tout le monde. Donc, justement, on peut juste passer vite là, vos propos par rapport à la présentation de Richard, puis juste en général sur la situation fiscale du Nouveau-Brunswick. D'accord. Je vais commencer par jeter un coup d'œil à la situation à court terme pour voir ensuite quelles sont les différentes options, les différentes occasions qui se présentent à la province. Donc, quand on regarde l'impact de la pandémie sur le marché du travail, les entreprises d'abord, on se rend compte que d'avril 2019 à avril 2020, on a observé au Nouveau-Brunswick une baisse importante de la population active de près de 28 000 personnes. Et on a aussi observé une baisse importante de l'emploi. On a perdu près de 45 000 emplois, surtout des postes à temps complet, ce qui est difficile pour la province. Ce n'est pas l'ensemble des entreprises et des régions qui sont touchées de la même façon. Actuellement, lorsqu'on regarde les données, on se rend compte que c'est la région du sud-ouest, la grande région de Saint-Jean et du sud-ouest de la province qui est le plus fortement pénalisée avec une baisse d'emploi de près de 9 %. Alors que la région la moins touchée, c'est notre région ici, la région du nord-ouest d'Edmundston, avec une baisse de l'emploi d'à peu près 2 %. Faire attention à ces données-là, on va voir, c'est des moyennes sur 3 mois, donc on va voir au cours des 2 prochains mois comment ça se répercute spécifiquement. Du côté du chômage, maintenant, on a observé dans la province une augmentation du nombre de chômeurs d'un peu plus de 16 000 personnes. Donc, le taux de chômage est passé de 8 % à la fin 2019 à 13,2 % au mois d'avril 2020. Du côté des entreprises, maintenant, on comprend qu'il y a des entreprises qui bénéficient de cette pandémie-là. Je pense que vous êtes tous des utilisateurs de plus en plus nombreux des services offerts par les épiceries. Et il y a des entreprises, effectivement, qui sont beaucoup plus pénalisées. Pensez aux restaurants, pensez aux services d'hébergement. Il y a aussi le secteur bancaire qui est très fortement touché. Les grandes banques à charte canadienne ont annoncé une augmentation de leur réserve pour créances douteuses de près de 700 %, donc multiplié par 7, ce qui est une augmentation pour se prémunir contre les faillites. Du côté gouvernemental maintenant, dans la dernière mise à jour qu'a fait le ministre des Finances au Nouveau-Brunswick,
il prévoit que la pandémie va entraîner une augmentation des dépenses du gouvernement provincial de 100 millions et que ses recettes vont baisser d'à peu près 300 millions. Donc, on prévoit donc un impact de près de 400 millions, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un surplus prévu pour l'année courante de près de 100 millions, on prévoit maintenant un déficit de 300 millions. Sur à court terme, ça veut dire que l'an prochain, il va falloir emprunter 400 millions de dollars additionnels. Et le dernier coupon émis par la province, là, celui du mois d'avril 2020, portait un taux de 3,1 %, ce qui fait que ça va ajouter environ 12 millions de dépenses en intérêt pour la province l'an prochain. Du côté des prévisions à court terme maintenant, comme d'habitude, là, les provinces pauvres sont généralement moins touchées par les grandes récessions que les provinces riches. Ça devrait encore être le cas avec la récession provoquée par la pandémie. Donc, au Nouveau-Brunswick, on s'attend à une baisse du PIB en 2020 d'à peu près 5,5 %, alors que pour le Canada dans son ensemble, ce serait 7,5 %. Les deux provinces qui seront les plus touchées, c'est la province de Terre-Neuve avec une baisse de PIB de 10 %, puis de l'Alberta avec une baisse d'environ 11 %. Sur une base annuelle, on s'attend à ce que le taux de chômage au Nouveau-Brunswick passe de 8 % qu'il était sur une moyenne annuelle en 2019 à près de 10,5 % en 2020. Sur la reprise est prévue comme étant assez forte aussi, et ce qui fait en sorte que l'an prochain, dès 2021, on s'attend à ce que la perte de PIB soit complètement éliminée grâce à une croissance du PIB de 5,3 % et que le taux de chômage va revenir à sa position de 2019, là, à peu près 8 %. Alors, comment la province peut-elle s'ajuster? On comprend qu'on devrait s'attendre à avoir des recettes gouvernementales provinciales en 2021 semblables ou similaires à celles qu'on prévoyait pour 2019. On comprend donc que le gouvernement devra gérer avec à peu près le même montant de revenus, mais les dépenses de système vont continuer d'augmenter. Comme le montrait Richard tantôt, on a une augmentation d'à peu près 2 % des dépenses réelles par année, ce qui fait que le gouvernement devra trouver des façons soit de baisser ses dépenses par des économies de système ou soit augmenter ses recettes. On comprend que les recettes avec le système fiscal actuel ne pourront pas augmenter et on comprend aussi que le gouvernement aura de la difficulté à imposer de nouvelles taxes parce qu'il ne veut pas ralentir la relance qu'on prévoit pour 2021. Il y a quand même certaines options qu'on entend beaucoup dans le public et puis qui sont très discutées. Il y a toute la question de la taxation des grandes entreprises du Web, la fameuse taxe Netflix, là, dont on a parlé beaucoup, qui a fait les manchettes. On comprend que c'est une taxe de vente payée par les consommateurs, donc c'est nous qui le paierons. L'objectif, ce serait de mettre un terme à la concurrence déloyale que subissent les autres créateurs de contenu, comme Crave ou comme Tout.tv, par exemple. Tout ça se ferait à travers la TVH, donc on comprend qu'il y a un lien avec le gouvernement fédéral et puis j'ai l'impression que la province va attendre le positionnement du fédéral dans ce domaine-là avant d'intervenir. Il y a toute la question de la taxe carbone aussi. Vous savez que la province a hésité là, à accepter d'imposer une taxe carbone dont la valeur va augmenter avec le temps, comme on sait. L'effet net est incertain, cependant. Vous comprenez que la première province qui a utilisé ce type de taxe-là, c'est la Colombie-Britannique. Et la Colombie-Britannique avait, dès le départ, annoncé que la taxe carbone serait une taxe neutre, c'est-à-dire que l'ensemble des recettes générées par la taxe seraient redistribuées dans la population pour compenser la hausse de dépenses sur les carburants pour les ménages à faible revenu, d'abord, et deuxièmement, pour permettre aux ménages et aux entreprises de convertir leur consommation d'énergie vers des énergies moins polluantes. Finalement, l'autre domaine dont on entend parler souvent, c'est la question des redevances sur les ressources naturelles. Là aussi, on connaît la position de M. Higgs à ce sujet-là, malgré les nombreux rapports que le bureau de la vérificatrice générale a fait sur cette question-là. Il ne faut pas s'attendre à court terme à ce que le gouvernement modifie l'imposition de redevances sur les ressources naturelles. Donc, globalement, la province, en 2021, se retrouve avec des recettes similaires à ce qu'on prévoyait pour 2019, alors que les dépenses vont continuer d'augmenter.
sur la solution, si on ne peut pas facilement ajouter du fardeau fiscal, ben, c'est améliorer l'efficacité coût des programmes. C'est-à-dire la contrainte, c'est la forte réaction des populations. Est-ce qu'on a perdu André? François? Oui, je pense que oui. Ben, regarde, justement, on va y aller aux questions. On a beaucoup de questions du public qui rentrent, puis il reste déjà peu de temps. Ça fait qu'en attendant qu'André ajuste sa question. Justement, Richard, on a marqué dans votre présentation que le pire nous attend en termes de dépenses du secteur de la santé. On a justement Antoine qui nous demande la question. Nous propose une solution. Favoriser le maintien à domicile pour les aînés au lieu de développer les foyers de soins pourrait permettre d'améliorer la santé physique et mentale de ces personnes, donc réduire les dépenses de la santé. Cette solution serait-elle envisageable pour le Nouveau-Brunswick? Ben, il y a de nombreuses solutions qui sont envisageables et qui sont discutées. Et puis, je pense que c'est ça le virage qu'ils veulent faire. Il va sans doute être forcé parce que je regardais le calcul fait par la vérificatrice générale là, qui montrait qu'on avait autour de 4000 lits en foyer de soins là, au Nouveau-Brunswick. Et puis, elle prévoyait qu'on aurait besoin d'environ 10 à 11 000 lits d'ici 20 ans. Je ne pense pas que c'est raisonnable de s'attendre à ça. Donc, il va falloir qu'on essaie de mieux s'ajuster de ce côté-là. Mais ça, c'est un angle. Il y a énormément de choses qui se discutent. Et puis, j'ose espérer que dans les années à venir, qu'on fasse des changements, que ne serait-ce pas uniquement pour des raisons financières, c'est qu'il y a d'autres gains qui peuvent être faits dans de nombreux secteurs de la santé qui vont avoir des instances financières, mais qui sont nécessaires par eux-mêmes. Lise, voulez-vous ajouter là-dessus? Oui, en fait, parfaitement d'accord avec la suggestion de la personne, du participant. Et je pense que c'est dans la transformation, vous savez, une session sur les entreprises d'économie sociale. Donc, un secteur important de l'économie sociale, c'est l'aide à la population, l'aide communautaire. Et je pense que c'est une occasion pour renforcer ce réseau-là qui va être ainsi mieux en mesure d'appuyer le maintien à domicile des personnes âgées, mais aussi d'aider aux démunis de façon plus générale et aux gens dans les communautés qui ont besoin d'un coup de pouce. Donc, je pense que ça oblige aussi une réflexion à ce niveau-là. Ben, merci. Sur un autre angle de la santé, justement, on a appris que le budget cette année aurait un déficit d'environ 300 millions de dollars. On a René qui nous propose d'autres solutions pour augmenter les recettes de la province. Puis on aimerait avoir vos opinions. Donc, taxer les transactions financières plutôt que le travail et la consommation. Introduire une micro-taxe sur les paiements électroniques pour financer les dépenses de l'État et réduire la pression fiscale sur les familles et les entreprises. Ça serait-tu bien une voie à exploiter pour la province? Lise, vous pouvez commencer. En fait, je vais aller un peu dans la même direction qu'André. Et ça vaut aussi pour les différents paliers de gouvernement et municipal également. Dans cette période-ci, c'est à peu près impensable d'accroître les taux de taxation. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité de faire certains ajustements, de modifier un peu, cibler davantage certaines mesures? Oui, c'est possible, mais l'esprit général, c'est qu'il n'est pas souhaitable et il n'est pas possible présentement de taxer beaucoup plus qu'on le fait à l'heure actuelle. Richard? Moi, mon point de vue, essentiellement, c'est qu'avec le gouvernement fédéral qui va aller s'endetter à la hauteur de 350 milliards de dollars, éventuellement, pas pendant la relance, pas pendant qu'on va essayer de restimuler l'économie, mais par la suite, il y aura un choix à faire parce qu'il va falloir réinvestir dans les foyers de soins, il va falloir essayer de maintenir un tissu social, un filet de sécurité sociale qui soit approprié. Donc, moi, j'ai l'impression que le gouvernement fédéral va peut-être éventuellement envisager des hausses. Puis, un candidat potentiel pourrait être la TPS parce que dans 70% du territoire canadien, à l'ouest de la rivière des Outaouais, les gens payent moins en TVH qu'ils n'en payaient il y a 12 ans.
parce que le gouvernement Harper avait baissé la TPS, donc une partie de la TVH, de 7 à 5 en 2006 et en 2008, en deux versements, si vous voulez. Donc, le Nouveau-Brunswick se retrouve dans une situation où, lui, ici, on a récupéré l'espace fiscal. À l'est, la rivière des Outaouais, on a tous récupéré l'espace fiscal et ça reflète le fait qu'on a un vieillissement accéléré de la population et davantage de besoins fiscaux, des économies moins fortes. Mais le fédéral pourrait faire ça, puis à mon sens, je ne dis pas qu'il va le faire, mais je dis qu'il va y avoir un besoin d'aller chercher des recettes au niveau fédéral potentiellement. Et puis, à mon sens, la façon dont on pourrait agir, c'est s'assurer que les provinces de l'Atlantique et le Québec s'allient pour argumenter que si la TVH doit augmenter, que le gouvernement fédéral reconnaisse le besoin de fournir un financement pour la santé qui reflète les réalités démographiques du Canada. Parce que le Canada, de dire que l'équité et l'égalité, c'est des synonymes, ce n'est pas toujours la bonne chose. Dans les dernières années, on a décidé de dire que le gouvernement fédéral n'avait plus d'enfants favoris. Les pauvres et riches allaient être traités de la même manière. Ce qui, à mon sens, est inéquitable parce qu'on est différent. On est plus âgé, on vieillit davantage et ce n'est pas de notre faute. On ne peut pas blâmer les jeunes de 25 ans présentement pour comment le baby-boom s'est déroulé dans les années 40. Donc, j'espère que si les impôts doivent augmenter, puis c'est une possibilité, que le gouvernement fédéral, en contrepartie, reconnaisse le besoin de refléter la réalité canadienne. Bien, merci. Sur un autre ordre d'idée, un peu plus dans le sens général, en lien avec le COVID-19, comment dans les années à venir, la province va-t-elle pouvoir absorber les dépenses supplémentaires qu'elle a engagées pour combattre la propagation du virus en ayant, dans le même temps, consacré une réduction de ses rentrées fiscales? Pour répondre à ça rapidement, je ne veux pas minimiser l'ampleur de la situation au Nouveau-Brunswick, mais pour l'instant, un déficit de 300 millions de dollars, lorsqu'on parle d'une dette qui a été réduite d'environ 300 millions de dollars, ce n'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est quelque chose qui peut être absorbé. Je ne suis pas trop inquiet de la réalité présente parce que c'est conjoncturel, ce n'est pas structurel. Il y a une grosse différence entre un déficit qui est systématique, structurel, qui se répète année en année, et quelque chose qui s'arrive juste comme ça dans une année en particulier. Pour ce qui est des baisses d'impôts, je ne suis pas certain de ce dont l'individu parle parce qu'à ma connaissance, la baisse d'impôts qui avait été annoncée dans le budget n'aura pas lieu. C'était celle pour la fiscalité, la double taxation des foyers non occupés, si je me rappelle bien. Oui, encore là, je vais parler du point de vue municipal. Moi, je pense qu'on va devoir accepter d'augmenter notre taux d'endettement. Il y a des municipalités où c'est plus difficile, il y en a où ça va être, entre guillemets, facile. Et je pense qu'il faut qu'on accepte de souffrir un peu, si on peut dire, et qu'on devra s'ajuster par la suite pour donc récupérer, pas récupérer les investissements, mais atténuer l'effet de cette augmentation du taux d'endettement. Pour ça, on n'a pas de double taxation au Nouveau-Brunswick, c'est du bon marketing, mais dans toutes les provinces du Canada, il y a des taux différents pour les propriétés résidentielles régulières, si on peut dire, par rapport aux résidences secondaires et aux propriétés commerciales et industrielles et locatives. Donc, ce n'est pas unique au Nouveau-Brunswick et je pense que ce n'est pas un bon endroit pour couper. Je pense qu'on doit penser développement. On aura besoin d'accroître la capacité, effectivement, des gouvernements provinciaux en particulier. Moi, je suis pas inquiète. Il y aura des sacrifices à faire, il y aura des priorités à faire, il y aura des décisions à prendre, mais tout ça est dans le domaine du gérable, je crois. Merci beaucoup. Regarde, on arrive déjà vers la fin. Une dernière question, je pense que pas mal, on dirait straightforward. Avec la pandémie, est-ce qu'il y a une direction précise ou est-ce qu'il y a une opportunité d'innovation dans le domaine fiscal qui devrait absolument être pris dans les circonstances ici? On peut commencer avec Lise, puis Richard, je vous donne le dernier mot. Vous savez très bien que je vais dire la fiscalité foncière et la gouvernance, donc l'interaction entre les deux, renforcement de la gouvernance et une fiscalité beaucoup plus cohérente. Je pense que ça va initier des changements très importants pour le Nouveau-Brunswick. Maintenant,
C'est évident que j'ai une affection particulière pour les moteurs de développement économique que sont les entreprises, mais aussi l'économie sociale, qu'il ne faut pas oublier, et tout ça dans un contexte plus durable qu'on ne l'est à l'heure actuelle, d'un point de vue environnemental. Richard? Pour ma part, je vais en nommer deux très rapidement. Ce n'est pas nécessairement des enjeux de fiscalité, mais je pense que ce serait très utile d'avoir une conversation nationale sur une forme de revenu minimum garanti. Le deuxième, ce serait de s'assurer qu'on ait un soutien à l'immigration de tous les paliers de gouvernement qui tiennent en compte à la fois une stratégie de logement, mais aussi tout ce qui est l'infrastructure qu'on pourrait appeler douce, soft infrastructure, parce que c'est une chose que de dire on veut accueillir des immigrants, c'en est une autre que d'offrir aux communautés les ressources nécessaires pour faire un bon travail. Donc, je pense qu'il faudrait réinvestir là-dedans. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Le public aussi pour la première en français de la série Virage. Donc, on vous rappelle de vous enregistrer à l'avance pour nos prochaines conférences. On a une belle série de 8 conférences à vous présenter tout le long du mois de juillet. Puis la semaine prochaine, on touche le sujet de la collaboration régionale, que je pense qui va être très intéressant. Donc, on pose la question comment nos communautés peuvent collaborer au niveau de la croissance de la population, de la gouvernance locale et du développement économique. Donc, on aura pour vous comme invité M. Frédéric Dion, M. Jean-Guy Finn, puis encore une fois, Richard Saillant. Donc, pour plus d'informations sur nos panélistes, nos conférences et nos podcasts, visitez le site web viragenb.ca. Puis, vous pourrez aussi revisionner la conférence sur le site web. Donc, on vous rappelle aussi que, justement, après cette conférence ici, on se dirige directement en studio pour l'enregistrement du podcast. On a eu des super de belles questions aujourd'hui. On est désolé qu'on n'a pas pu en répondre plus, mais on va vraiment creuser dans les détails de ces questions-là dans le podcast. Pour trouver le lien du podcast, encore une fois, viragenb.ca. Donc, sur ce, on vous souhaite à tous une super de belle journée, puis on se revoit jeudi pour notre prochaine conférence.